Bonjour. Voici un conte de Guy de Maupassant, l'ivrogne. Le vent du nord soufflait en tempête, emportant par le ciel d'énormes nuages d'hiver, lourds et noirs, qui jetaient en passant sur la terre des averses furieuses. La mer démontée mugissait et secouait la côte, précipitant sur le rivage des vagues énormes, lentes et baveuses, qui s'écroulaient comme des détonations d'artillerie. Elles s'en venaient tout doucement, l'une après l'autre, hautes comme des montagnes, éparpillant dans l'air, sous les rafales, l'écume blanche de leurs têtes, ainsi qu'une sueur de monstres. L'ouragan s'engouffrait dans le petit vallon d'Yport, sifflait et gémissait, arrachant les ardoises des toits, brisant-les au vent, abattant les cheminées, lançant dans les rues de telles poussées de vent qu'on ne pouvait marcher qu'en se tenant au mur, et que les enfants eussent été enlevés comme des feuilles et jetés dans les champs par-dessus les maisons. On avait halé les barques de pêche jusqu'au pays, par crainte de la mer qui allait balayer la plage à marée pleine, et quelques matelots, cachés derrière le ventre rond des embarcations, couchés sur le flanc, regardaient cette colère du ciel et de l'eau. Puis ils s'en allaient peu à peu, car la nuit tombait sur la tempête, enveloppant d'ombre l'océan affolé et tout le fracas des éléments en furie. 2 hommes restaient encore, les mains dans les poches, le dos rond sous les bourrasques, le bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux, 2 grands pêcheurs normands aux colliers de barbe rude, à la peau brûlée par les rafales salées du large, aux yeux bleus piqués d'un grain noir au milieu, ces yeux perçants des marins qui voient au bout de l'horizon comme un oiseau de proie. Un d'eux disait « Allons, viens-t'en, Jérémie, j'allons passer le temps au domino, c'est mes qui paient. » L'autre hésitait encore, tenté par le jeu et l'eau de vie, sachant bien qu'il allait encore s'ivrogner s'il entrait chez Paumelle, retenu aussi par l'idée de sa femme restée toute seule dans sa masure. Il demanda « On dirait que t'as fait une gageure de me saouler tous les soirs. Dis, mais qu'est-ce que ça te rapporte, puisque tu paies toujours ?» Et il riait tout de même à l'idée de toute cette eau de vie bue aux frais d'un autre. Il riait d'un rire content de Normand en bénéfice. Mathurin, son camarade, le tirait toujours par le bras. « Allons, 20 ans, Jérémie, c'est pas un soir à rentrer sans rien de chaud dans le ventre. Qu'est-ce que tu crains? Ta femme va-t-il pas bassiner ton lit ?» Jérémie répondait « L'autre soir que je n'ai point pu trouver la porte, qu'on m'a quasiment repêché dans le ruisseau devant chez nous. » Et il riait encore à se souvenir de Pochard, et il allait tout doucement vers le café de Paumelle, dont la vitre illuminée brillait. Il allait, tiré par Mathurin et poussé par le vent, incapable de résister à ses 2 forces. La salle basse était pleine de matelots, de fumée et de cris. Tous ces hommes, vêtus de laine, les coudes sur les tables, vociféraient pour se faire entendre. Plus il entrait de buveurs, plus il fallait hurler dans le vacarme des voix et des dominos tapés sur le marbre, histoire de faire plus de bruit encore. Jérémie et Mathurin allèrent s'asseoir dans un coin et commencèrent une partie, et les petits verres disparaissaient l'un après l'autre dans la profondeur de leur gorge. Puis ils jouèrent d'autres parties, burent d'autres petits verres. Mathurin versait toujours, en clignant de l'œil au patron, un gros homme aussi rouge que du feu et qui rigolait comme s'il eût su quelque longue farce. Et Jérémie engloutissait l'alcool, balançait sa tête, poussait des rires pareils à des rugissements en regardant son compère d'un air hébété et content. Tous les clients s'en allaient, et chaque fois que l'un d'eux ouvrait la porte dehors pour partir, un coup de vent entrait dans le café, remuait en tempête la lourde fumée des pipes, balançait les lampes au bout de leurs chaînettes et faisait vaciller leurs flammes. Et on entendait tout à coup le choc profond d'une vague s'écroulant et le mugissement de la bourrasque. Jérémie, le col de serré, prenait des poses de soulard, une jambe étendue, un bras tombant. Et de l'autre main, il tenait ses dominos. Il restait seul maintenant avec le patron, qui s'était approché, plein d'intérêt. Il demanda « Eh ben, Jérémie, ça va-t-il à l'intérieur? Es-tu rafraîchi à force de t'arroser ?» Eh ben, Jérémie... Et Jérémie bredouilla. Plus qu'il en coule, plus qu'il fait sec là-dedans. Le cafetier regardait Mathurin d'un air filou. Il dit « Et ton frère, Mathurin, où est-ce qu'il est à cette heure ?» Le marin eut un rire muet. « Il est au chaud, t'inquiète pas. » Et tous deux regardèrent Jérémie, qui posait triomphalement le double 6 en annonçant « V'là le syndic ». Quand ils eurent achevé la partie, le patron déclara « Vous savez, mes gars, mais je vais pas me mettre au portefeuille. Je vous laisse une lampe et puis le litre. Il y en a pour 20 sous à bord. Tu fermeras la porte au dehors, Mathurin, et tu glisseras la clé sous l'autre vent comme t'as fait l'autre nuit. » Mathurin répliqua « T'inquiète pas, c'est compris. » Paumelle serra la main de ses 2 clients tardifs et monta lourdement son escalier en bois. Pendant quelques minutes, son pesant pas résonna dans la petite maison, puis un lourd craquement révéla qu'il venait de se mettre au lit.
Les deux hommes continuèrent à jouer. De temps en temps, une rage plus forte de l'ouragan secouait la porte, faisait trembler les murs, et les deux buveurs levaient la tête comme si quelqu'un allait entrer. Puis Mathurin reprenait le litre et remplissait le verre de Jérémie. Mais soudain, l'horloge suspendue sur le comptoir sonna minuit. Son timbre enroué ressemblait à un choc de casserole et les coups vibraient longtemps avec une sonorité de ferraille. Mathurin aussitôt se leva, comme un matelot dont le quart est fini. « Allons Jérémie, faut décaniller !» L'autre se mit en mouvement avec plus de peine, prit son aplomb en s'appuyant à la table. Puis il gagnait la porte, il l'ouvrit pendant que son compagnon éteignait la lampe. Lorsqu'ils furent dans la rue, Mathurin ferma la boutique, puis il dit « Allons, bonsoir, à demain !» et disparut dans les ténèbres. Jérémie fit 3 pas, puis oscilla, étendit les mains, rencontra un mur qui le soutint debout et se remit en marche en trébuchant. Par moments, une bourrasque s'engouffrant dans la rue étroite le lançait en avant, le faisait courir quelques pas. Puis quand la violence de la trombe cessait, il s'arrêtait net, ayant perdu son poussoir, et il se remettait à vaciller sur ses jambes capricieuses d'ivrogne. Il allait d'instinct vers sa demeure, comme les oiseaux vont au nid. Enfin, il reconnut sa porte, et il se mit à la tâter pour découvrir la serrure et placer la clé dedans. Il ne trouvait pas le trou et jurait à mi-voix. Alors il tapa dessous à coups de poing, appelant sa femme pour qu'elle vînt l'aider. « Mélina, Mélina !» Comme il s'appuyait contre le battant pour ne point tomber, il céda, s'ouvrit, et Jérémie, perdant son appui, entra chez lui en s'écroulant. Alla rouler sur le nez au milieu de son logis, et il sentit que quelque chose de lourd lui passait sur le corps, puis s'enfuyait dans la nuit. Il ne bougeait plus, ailleurs de peur et perdu dans une épouvante du diable, des revenants, de toutes les choses mystérieuses des ténèbres, et il attendit longtemps sans oser faire un mouvement. Mais comme il vit que rien ne remuait plus, un peu de raison lui revint, de la raison trouble de Pochard. Et il s'assit tout doucement. Il attendit encore longtemps, et s'enhardissant, enfin, il prononça « Mélina ». Sa femme ne répondit pas. Alors tout d'un coup, un doute traversa sa cervelle, obscurci, un doute indécis, un soupçon vague. Il ne bougeait point, il restait là assis par terre, dans le noir, cherchant ses idées, s'accrochant à des réflexions incomplètes et trébuchantes, comme ses pieds. Il demanda de nouveau « Dis-moi qui c'était, Mélina, dis-moi qui c'était, je te ferai rien ». Il attendit, aucune voix ne s'éleva dans l'ombre. Il résonnait tout haut maintenant. « Je suis Tibu, tout de même, je suis Tibu, c'est lui qui m'a boissonné. Comment suis maintenant, c'est lui pour que je rentre point. Je suis Tibu. » Et il reprenait « Dis-moi qui c'était, Mélina, ou je vais te faire quelque malheur. » Après avoir attendu de nouveau, il continuait avec une logique lente et obstinée d'homme sourd. « C'est lui qui m'a retenu chez ce fainéant de Paumelle. Et l'autre soir, il tout, pour que je rentre au point. C'est qui est complice, ah, charogne. » Lentement, il se mit sur les genoux. Une colère sourde le gagnait, se mêlant à la fermentation des boissons. Il répéta « Dis-moi qui c'était, Mélina, ou je vais cogner, je te préviens. » Il était debout maintenant, frémissant d'une colère foudroyante, comme si l'alcool qu'il avait au corps se fût enflammé dans ses veines. Il fit un pas, heurta une chaise, la saisit, marcha encore, rencontra le lit, le palpa et sentit dedans le corps chaud de sa femme. Alors, affolé de rage, il grogna. « Ah, t'étais là, saleté, et tu ne répondais point. » Et levant la chaise qu'il tenait dans sa poigne robuste de matelot, il l'abattit devant lui avec une furie exaspérée. Un cri jaillit de la couche, un cri éperdu, déchirant. Alors il se mit à frapper comme un batteur dans une grange, et rien bientôt ne remua plus. La chaise s'envolait en morceaux, mais un pied lui restait à la main, et il tapait toujours en haletant. Puis soudain, il s'arrêta pour demander « Diras-tu qui que c'était, Esther ?» Mélina ne répondit pas. Alors rompu de fatigue, abruti par sa violence, il se rassit par terre, s'allongea et s'endormit. Quand le jour parut, un voisin, voyant sa porte ouverte, entra. Il aperçut Jérémie qui ronflait sur le sol, où gisaient les débris d'une chaise, et dans le lit, une bouillie de chair et de sang.